Bonjour de Gaza. Gaza, toujours ce blocus israélien inhumain. Gaza, les bombardements et les différentes agressions israéliennes. Gaza, le chômage. Gaza, la pauvreté. Gaza, la difficulté. Mais Gaza, la volonté. Gaza, la résistante. Gaza, la vie. Gaza, les libertés. Gaza, le courage. Gaza, la détermination. Gaza, la dignité. Gaza, l'avenir. Et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 janvier 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Avant de commencer le thème de notre émission consacrée au nord de la bande de Gaza, une région qui souffre toujours des bombardements et des agressions israéliennes au quotidien. On va parler rapidement de la situation actuelle, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, une situation stagnante qui ne bouge pas. Le blocus israélien inhumain entre sa 9e année dans la bande de Gaza, avec des conséquences dramatiques sur la population civile. En Cisjordanie, le soulèvement populaire entre dans sa 5e mois, avec un bilan très lourd, plus de 180 morts palestiniens, parmi eux 34 enfants, moins de 16 ans. Les Palestiniens sont toujours attachés à leur terre, à leurs racines. Et justement, on va parler de l'attachement des Palestiniens à leur région, à leurs maisons, à leurs arbres, à leurs terres. Et on va aujourd'hui présenter une région, la région du nord de la bande de Gaza. L'objectif de cette émission, de votre émission Bonjour de Gaza la vie, c'est présenter les différentes régions de la bande de Gaza. On a, si vous vous souvenez bien, on a déjà présenté avec deux invités la région de sud de la bande de Gaza, surtout la ville de Khan Younes. On a invité deux jeunes étudiants. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inviter deux jeunes étudiantes, deux Français. Et voilà l'objectif de notre émission, c'est donner l'occasion aux jeunes francophones de Gaza de s'exprimer. Comme ça, ils vont dialoguer avec vous et ils vont présenter leur région, leur ville, et ils vont parler de leur vie quotidienne sur occupation, sur blocus israélien en main. Ils vont présenter les différentes régions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le nord de la bande de Gaza, une région en souffrance permanente. C'est la région frontalière avec les colonies israéliennes au nord de la bande de Gaza qui va, les jeunes aujourd'hui invités, qui vont nous parler de leur ville. Donc, j'ai le plaisir d'inviter dans le studio deux jeunes filles, deux gens habitants dans cette région au nord de la bande de Gaza. On va commencer par la présentation. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Ola Boualata. Je suis une étudiante française en 4e année. J'habite à Beth Hanoun. Très bien. Beth Hanoun, c'est une ville au nord de la bande de Gaza, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, mademoiselle? Moi, je m'appelle Inès Abouzaïda, j'ai 21 ans, j'habite à Jabalia, je suis étudiante au département de français en 4e année. Donc voilà, nous avons ici dans le studio deux étudiantes qui habitent dans le nord de la bande de Gaza, donc Ola Boualata et Inès Abouzaïda, deux étudiantes de français et qui habitent, Ola, tu habites Beth Hanoun et Inès, tu habites Jabalia. Donc si je comprends bien, dans le nord de la bande de Gaza, il y a trois grandes villes. Oui. Oui. Jabalia, Beth Lahia et Beth Hanoun. Voilà, les trois grandes villes, c'est Jabalia, Beth Hanoun et Beth Lahia. Donc voilà les trois grandes villes situées au nord de la bande de Gaza. La plus grande ville, c'est Jabalia, c'est ça? Oui. Voilà. Et dans chaque ville, je pense qu'il y a la ville et il y a le camp de réfugiés, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer avec nos deux invités, d'avoir quelle est la particularité de ces trois grandes villes au nord de la bande de Gaza, quelle est la vie économique, la population, les lieux de loisirs dans ces régions.
On va commencer par toi, mademoiselle Inès. Voilà, est-ce que tu peux commencer par la présentation de ta ville natale, Jabalia. Donc, le nombre d'habitants, ici situé où, pourquoi il est grande ville. Est-ce que par rapport au nombre d'habitants, est-ce que par rapport à la surface. Donc, Oui. à toi, Inès. Jabalia est un camp, a été créé en 1948. Ce mot vient du mot, ça veut dire montagne en français, la montagne de la sable. Il y a 13 écoles primaires, encore 5 collèges. Pour le nombre des habitants, on trouve qu'il y a 166 000, selon les dernières statistiques, en 2007. Donc, 160 000 habitants dans la ville de Jabalia. Oui. La ville et le camp de Jabalia, dans la région de Jabalia, d'accord? Oui. Jabalia, ça veut dire une montagne, une colline des sables, c'est ça? Oui. Qui était créé en 48 comme un camp de réfugiés. Oui. Et les gens qui venaient à Jabalia venaient de quelle ville? Est-ce que de quelle ville en 48? Semsem. De Semsem, oui. Yibna. Oui. Brer. Il y a plusieurs régions, mais les familles les plus connues, c'est Semsem, Yibna, Brer, Barbara. Voilà. Donc, eux, ils étaient obligés à quitter les territoires de 48 et venus trouver refuge dans la ville de Jabalia. D'abord, il y avait un camp qui s'appelle Jabalia qui a gardé sa particularité. Après, il y a la ville de Jabalia. Quelle est la différence entre le camp et la ville? Est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs? Surtout, c'est un peu particulier pour les Palestiniens, toi ou Roland, je ne sais pas. La ville se compose de... on trouve dans la ville plusieurs associations, plusieurs entreprises, comme par exemple des écoles, des universités, des branches, des banques. Mais le camp, on ne trouve pas beaucoup des associations de développement. C'est ça la différence entre les deux. Et aussi dans les camps où habitent les réfugiés. Voilà. Mais dans les villes, les mêmes habitants. Citoyens. Oui, les citoyens. Donc voilà, la particularité, dans les camps de réfugiés, il y a toujours les réfugiés qui sont arrivés en 48 et qui gardent toujours espoir de revenir dans leur ville et village d'origine parce que le droit au retour est sacré. Et dans la ville, on a les citoyens, les habitants qui sont nés dans cette région. Et ça, c'est valable dans toutes les régions. C'est ça, Beth Lahia, Beth Hanoun et Jabalia, Oulia, voilà. Jabalia, mademoiselle Inès, il est connu pour le déclenchement de la première intifada, c'est ça? Donc, Oui. Et Jabalia, pas seulement pour la bande de Gaza, pour les Palestiniens, c'est une ville, plus ou moins, soit le camp, soit la ville. C'est une région résistante, voilà, connue par la résistance. Voilà. Oui. On a vu dans la première intifada, dans la deuxième intifada, qu'il y avait beaucoup de martyrs, beaucoup de blessés, beaucoup d'incursions, beaucoup de bombardements. Oui. Comment tu expliques? Parce qu'il y a le nombre considérable de réfugiés dans cette région. Comment tu trouves pourquoi cette ville est connue par la résistance face aux différentes agressions israéliennes? Parce que la plupart des personnes qui habitent dans cette région sont des personnes réfugiées qui sont sorties ou qui ont quitté leur maison. La raison principale de cette initiative ou cette résistance, qu'on veut la liberté, on veut la dignité, on n'a plus besoin de voler notre droit de vivre sur cette terre. On veut se déplacer entre les villes sans que vous vérifiez de notre carte d'identité librement seulement. Donc voilà, Jabalia, c'est au niveau de la bande de Gaza, même au niveau de Palestine, c'est la région le plus peuplée par les réfugiés. Il y a presque 100 000 réfugiés qui habitent dans des conditions précaires, difficiles dans cette région. Oui, tu veux ajouter quelque chose là, sur la question? Oui. Le camp, la ville, Beth Hanoun. Beth Hanoun, c'est une ville partage des frontières avec les territoires de 48. Et il y a seulement 6 kilomètres entre ces territoires.
Et 45 de ces territoires sont plantés par les légumes ou les fruits, par exemple. Voilà, donc tu as ajouté, mademoiselle, on a une information très importante, que ces zones sont des zones frontalières. Ça veut dire les trois régions, soit Jabalia, soit Beit Hanoun, soit Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, sont seulement à 6 km des colonies israéliennes de territoire de 48, contrôlées par l'armée de l'occupation israélienne. C'est pour cela, par rapport aux autres villes, comme la ville de Khan Younes, Rafah, Gaza, ou le centre de la bande de Gaza, sont des zones les plus touchées par les agressions, les bombardements israéliens, et notamment par les incursions israéliennes. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous ajouter d'autres détails sur la position géographique de cette région et pour la région frontalière, la souffrance, notamment soit les paysans qui travaillent leur terrain sur le menace et la présence de l'armée israélienne, ou les incursions, les bombardements, ou les habitants. Comment les gens habitent dans cette région sous les menaces d'une incursion, d'un bombardement, voire d'une attaque israélienne. Au début, j'ai oublié d'ajouter quelques informations que Jabalia est située dans le nord-est de la bande de Gaza. Il y a plusieurs régions, le camp de Jabalia, la ville de Jabalia, Tal el-Za'tar, Hay el-Karama, Hay Ibad el-Rahman, Hay el-Zahra, Mashrou el-Alami. Ce sont des régions des quartiers, voilà, oui, existent dans le camp de Jabalia ou dans la ville de Jabalia. Concernant la situation que les habitants de Jabalia souffrent, on trouve que chaque moment ou chaque minute, les habitants et les paysans surtout affrontent des problèmes. Il y a certains paysans cultivent leurs terres, puis les soldats israéliens viennent de détruire et de démolir ces terres. Encore, les soldats israéliens dépêchent les paysans et l'agriculteur d'aller à leurs terres pour les cultiver. Et encore, on trouve que les soldats israéliens font capturer ces agriculteurs pour les empêcher de cultiver leurs terres. Mais malgré ça, les paysans, les agriculteurs, ils continuent à aller cultiver leurs terres, malgré les menaces. Donc ça montre un peu l'attachement de ces paysans. Ils persistent à continuer ce chemin. C'est notre droit d'être là, c'est notre droit de cultiver. Malgré les difficultés, voilà. Oui, on persiste et on va continuer notre chemin. Et même cas pour Beit Hanoun, il y a toujours des menaces contre les paysans, oui. Toujours. Après la dernière agression, tout est changé. Il y avait beaucoup de territoires plantés, mais maintenant, ils ont détruit tout, même les maisons, les écoles et les arbres. Et les paysans souffrent toujours de ces menaces de l'occupation israélienne. Et en dehors de ça, l'armée de l'occupation, il a créé au nord une zone qui s'appelle la zone tampon. Zone tampon, c'est la zone de sécurité imposée par l'armée israélienne de 5 km. Ça veut dire c'est dans les territoires palestiniens, je pense qu'il est à Jabalia ou à Beit Hanoun. Et c'est une zone tampon, ça veut dire une zone de sécurité que l'armée israélienne interdit tout Palestiniens, soit des habitants, soit les paysans, de s'approcher de cette zone. Et comme ça, si les paysans ou les habitants, je ne sais pas, il y a quelquefois des enfants qui jouent, qui ramassent des cailloux, l'armée, et les soldats, ils peuvent tirer sur ces paysans, ces habitants. Et on a vu qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette zone tampon qui se situe à la frontière entre les territoires de 48 et Beit Hanoun et Jabalia? La frontière de Jabalia, les gens qui habitent sur ces frontières souffrent beaucoup parce s'ils vont essayer de... Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Monsieur Zied Medour, c'est Nabila Kilani. Bonjour, mademoiselle Nabila. Tu habites où, mademoiselle?
J'habite au nord de la bande de Gaza, à Betlaïa. Où exactement? Le nord de la bande de Gaza. Oui, c'est à Betlaïa. Betlaïa. Betlaïa, c'est une petite ville, grande ville par rapport à Jabalia, par Bet Hanoun. Ouais, ça fait partie du nord de la bande. C'est une, c'est un grand ville. C'est pas une ville, c'est un village. Un village, oui. C'est un village, oui. Il est peuplé de 75 000 populations. Habitants, Et oui. la superficie de ce village, en fait, c'est 24 000 donnants. Il est connu par quoi, Betlaïa, au niveau économique, C'est l'endroit où agriculture? on peut sentir directement les fraises. Les fraises de Betlaïa. Ouais, et c'est le seul endroit à la bande de Gaza qui exporte les fraises. Voilà. Elle exporte à l'extérieur. Ouais. Même à en France. l'extérieur. Même en France, on peut déguster les fraises de Betlaïa, même en France. C'est vrai? Partout dans le monde. Et non, tu l'as pas apporté. Il faut venir au studio pour apporter. Au plaisir. Oh là, parce qu'ils m'ont dit on n'habite pas Betlaïa, ils n'ont pas apporté ni fraises ni rien du tout. Ah, je passe mon bonjour aussi. Tu suis l'émission avec nous? Oui, je suis en train de la suivre. Bon, je viens d'arriver, mais quand même, je suis quand même. Comment tu la trouves l'émission? Bonjour de Gaza la vie. Le fait de entendre le monde entier, des gens de Gaza qui parlent en français, qu'on montre au monde entier qu'on existe, c'est déjà une façon de résistance pour moi. Je tiens à te remercier, Zied. Mademoiselle Nabila, les deux invités, Ola et Inas, qui habitent Bet Hanoun et Bet Jabalia, ils sont en train de parler de différentes agressions israéliennes permanentes contre les paysans. Est-ce que à Betlaïa, c'est la même chose? Est-ce que vous avez une zone tampon entre Betlaïa et les frontières avec I-48? Est-ce qu'il y a des menaces pour les paysans? Est-ce que tu peux nous ajouter un peu sur ça? En fait, l'occupation israélienne dans la bande de Gaza, surtout au nord, à Betlaïa, qui est un village agriculteur, on peut distinguer premièrement les agressions contre les agriculteurs qui travaillent dans leurs champs. Ils sont toujours menacés par les tirs. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a un autre type de menace qui est très important et capital pour les agriculteurs de la bande, et surtout de Betlaïa, qui est l'eau. Ils poisonnent l'eau. Alors les champs, ils sont toujours dans un cas très délicat, et la production, elle n'est pas de même qualité d'avant. Ça, deuxièmement. Troisièmement, on peut pas nier que le fait que Israël ne laisse pas les fraises de Betlaïa, qui sont très bien réputées, sortir de la bande de Gaza, sauf si elle est nommée sur un nom d'une façon indirecte israélienne ou indirecte israélienne, c'est déjà une menace pour la réputation des agriculteurs de Betlaïa. Alors, cette occupation, elle toujours essaye de détruire toutes les possibilités d'avoir une vie économique, une vie viable à la bande de Gaza. Mais les paysans, ils continuent à aller travailler leur cultiver malgré toutes les menaces. C'est l'attachement normal entre un propriétaire et son terrain. C'est ça la résistance palestinienne. En tout cas, voilà, c'est la résistance par la non-violence, c'est l'attachement à la terre. En tout cas, merci beaucoup, mademoiselle Nabila, pour cet éclairage. Merci pour cette émission, Zied. Au plaisir, voilà, merci beaucoup et continuez à nous suivre sur l'émission. Merci beaucoup. Donc voilà, il a parlé, mademoiselle Nabila, c'est une voix de Betlaïa. Il y a toujours, comme vous avez dit, il y a la zone tampon, il y a les frontières, il y a les menaces israéliennes, il y a la politique israélienne de détruire pas seulement les fraises très réputées, très connues de Betlaïa, mais toute l'agriculture au nord de la bande de Gaza. Et justement, je veux revenir à vous, Aoula, voilà, en dehors de l'agriculture, Nabila, il a parlé de Betlaïa, de fraises. Vous êtes connu par quoi? Jabalia, Bet Hanoun, quels sont les légumes, fruits, donc, réputés dans ces régions? Par rapport à Bet Hanoun, c'est les pommes de terre. Les pommes de terre, oui. L'oignon vert, oui. C'est les choses les plus connues. Voilà, les légumes les plus connus. Et à Jabalia? On trouve qu'il y a plusieurs plantes comme les fruits, les légumes, les figues, les figues, oui. les citrons, l'olivier encore, les fleurs, la pastèque. Donc voilà, c'est une région très riche en agriculture. C'est pour cela
l'armée de l'occupation israélienne essaye de détruire donc l'agriculture et essaye un peu de menacer la vie des paysans qui continuent à montrer leur attachement à cette terre nord de la bande de Gaza. Maintenant, si on va parler de la vie économique en dehors de l'agriculture, c'est vrai, les 3 villes, Beth Hanoun, Beth Lahia et Jabalia sont des villes agricoles. Le nord de la bande de Gaza est connu par les champs et par les légumes et les fruits. C'est une région agricole, mais en dehors de l'agriculture, est-ce qu'il y a des usines? Est-ce qu'il y a des coopératives? Est-ce qu'il y a des artisanat, la vie économique, comment les gens vivent en dehors de l'agriculture? La majorité sont des paysans, mais est-ce que vous pouvez nous dire sur la vie économique? Est-ce qu'il y a des usines? Est-ce qu'il y a des coopératives, des fabrications traditionnelles? Donc, à Beth Hanoun, il y a la région industrielle où il y a beaucoup de... c'est la zone industrielle, c'est à Beth Hanoun, oui. Qui était détruite maintenant par les... Oui, était détruite de tout, oui. Il y avait, avec la dernière agression, beaucoup d'usines, mais maintenant sont tout arrêtés. Donc c'est fini, la zone industrielle était... Voilà, il y avait la plastique, les tissus. Les usines, oui, de plastique, de... Ça. Il y a Jabalia, la vie économique se base sur... On peut trouver des usines qui fabriquent les tissages, encore qui concernent les métals. Des usines pour les bois. Oui. Mais pas beaucoup. Avant la dernière guerre, il y avait un peu de développement, les usines étaient un peu actives, mais maintenant, presque mort. Donc, on peut dire que la vie économique est touchée, paralysée et en pleine difficulté parce qu'il y a la zone industrielle qui était située à Beth Hanoun, qui était détruite totalement, notamment lors de la dernière offensive militaire israélienne de l'été 2014. Il y a quelques usines qui ont été soit touchées, bombardées, détruites par les différentes agressions et bombardements israéliens. Maintenant, les habitants de cette région, est-ce qu'ils travaillent dans l'agriculture? Est-ce qu'ils travaillent dans le commerce? Donc, vous avez parlé de plus de presque 250 000 personnes qui habitent soit à Jabalia, Beth Lahia, Beth Hanoun. On va voir comment ça se passe. Les habitants, ils travaillent où? Est-ce qu'ils travaillent dans l'administration à Gaza? Est-ce qu'il y a des ministères? Est-ce qu'il y a des... Comment les habitants ils travaillent où? Dans l'agriculture? On trouve qu'il y a une diversité, mais la plupart de ces gens travaillent dans le domaine de l'agriculture. Mais on trouve qu'il y a des gens qui sont commerçants. Il y a le commerce, oui. Oui. Ils fabriquent par exemple d'huile. L'huile d'olive, oui. Travaillent dans des usines. Les coopératives comme ça. Oui, et exportent ces produits. Voilà, justement. Maintenant, pour les produits et pour les légumes, les fruits, pour la production locale de cette région, est-ce qu'il est exporté à l'extérieur ou seulement au niveau de la consommation, il est pour le marché local? Ou il y a des produits qui vont en Cisjordanie? Elle exporte, mais on trouve que la fermeture du passage de Rafah influence sur cette exportation. Sur notre économie. Par exemple, quand les paysans ou quand les commerçants vont exporter des produits, les soldats israéliens obligent les responsables de retourner ces produits. Donc il y a des difficultés et il y a des contraintes et des mesures israéliennes liées au blocus israélien, liées à la fermeture de frontières et les passages commerciaux qui empêchent les paysans, les commerçants et les fabricants de toute la bande de Gaza, et en particulier on parle de Nord, de exporter
leurs produits. On a les fraises parce qu'il y a une intervention, je pense, des Pays-Bas pour faire sortir les fraises et quelquefois les roses et les fleurs de nord en Europe. Mais pour les autres fruits et légumes, je pense, il est absorbé par le commerce interne et absorbé par le marché local. Voilà, on va prendre une pause et on va revenir à notre sujet, le thème, le nord de la bande de Gaza. Merci. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. L'accordéon les fait danser, et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on envoie de se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Bonjour de Gaza la vie. Voilà, nous sommes en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie, qui est en train de présenter la région du nord de la bande de Gaza, et on vient d'écouter une chanson, une très belle chanson, Les gens du nord de Pierre Bachelet, qui parle de nord. Et aujourd'hui, nos invités habitent le nord de la bande de Gaza, une nord qui est différente des autres nords des autres pays, parce qu'elle est connue par la souffrance au quotidien, par les différentes agressions et bombardements israéliens, par la souffrance au quotidien, mais par l'attachement à la terre, par la volonté palestinienne de continuer à s'attacher à la terre, à cultiver, et les paysans, malgré les menaces de mort, et malgré la présence de l'armée de l'occupation des soldats israéliens, les paysans continuent à cultiver tous les jours leur terre, qui est un signe de résistance par la non-violence contre l'occupation, contre la colonisation, et pour la paix et pour l'espoir. J'ai dans le studio deux habitantes, deux jeunes étudiantes de français, Rola Aboulata à ma droite et Inès Abouzaïda à ma gauche, qui sont en train de bien présenter les différentes régions, les différentes villes au nord de la bande de Gaza. On a parlé de la vie agricole, l'agriculture, la vie économique, la zone tampon. Maintenant, on va parler de la vie culturelle. Cette région, il y a plus de 200 000 habitants. Je pense qu'il y a même une souffrance au niveau de
Avant de commencer, est-ce que vous avez une idée sur les bombardements lors de la dernière offensive, au nombre de maisons? Et je pense qu'il y a des caravanes. La semaine prochaine, on va inviter, je pense, à Beth Hanoun. Il y a des caravanes pour arbitrer les gens qui ont perdu. Est-ce que, en dehors de ces problèmes, je pense qu'il y a un problème de maisons détruites et des lieux détruits, parce qu'en dehors de cette offensive, il y a les incursions au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler les conséquences de cette nouvelle offensive sur les habitations et sur le nombre de maisons détruites lors de la dernière offensive israélienne de l'été 2014? Il y avait des milles de maisons détruites dans la dernière agression. Les habitants maintenant habitent dans les carnavals ou chez leurs proches. Avec la pluie, dans cette semaine, il y avait beaucoup de blessés ou des gens qui ont fait des malades à cause de la pluie et la froide. Les caravanes sont inhabitables. C'est difficile de vivre pour les êtres humains avec les conditions. Justement, la semaine prochaine, on va consacrer une émission. On va inviter les gens qui habitent dans le caravane pour nous donner des détails. Mais cette région a perdu beaucoup de... Il a donné beaucoup de martyrs, mais il y a beaucoup de maisons. Tu m'as dit qu'il y a 1000 maisons qui ont été détruites par les différents bombardements israéliens. Oui, Mademoiselle Inès, est-ce que tu as une idée sur... La région la plus attachée, selon la dernière agression, c'est le nord de Gaza. On a trouvé des millions de maisons qui sont détruites totalement. Ces habitants ou ces gens sont obligés de quitter les maisons détruites et habitent dans des caravanes ou chez leurs proches. Ils ont pris beaucoup de permissions qu'on va construire. Promesses qu'on va construire vos maisons, mais on n'a rien vu. Donc voilà, ça montre un peu le silence complice de la communauté internationale officielle, parce qu'après 18 mois, nous sommes en février presque 2016, et après 18 mois de la fin de la nouvelle agression israélienne en été 2014, et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun projet de reconstruction qui a commencé à cause de la non-autorisation israélienne de faire entrer les matériaux de construction et manque de mobilisation et silence complice de la part de la communauté internationale qui n'arrive pas à faire pression contre le gouvernement israélien qui continue à agresser les Palestiniens au quotidien. Maintenant aussi, on va parler de la vie culturelle dans cette région. Quels sont les lieux de loisirs pour les habitants, notamment les jeunes? Qu'est-ce qu'ils font pour le soir? Est-ce qu'il y a des lieux de loisirs, des stades? Et la vie culturelle, est-ce qu'il y a des salles de théâtre? Non? Dans chaque ville, il y a un club de sport. Il y a des clubs, oui. Oui, où les gens pratiquent leurs loisirs. Oui. Et chaque semaine, il y a un match entre les trois villes. Oui. Et aussi, il y a un parc de Nama. Un parc d'attractions, oui, c'est bien. Comme un jardin public, c'est ça? Oui. Et aussi, Abdelaziz Rantisi, c'est un autre parc où ils partent les enfants pour jouer là-bas. Et pour la santé, au niveau est-ce qu'il y a des hôpitaux, des centres médicaux? Oui, Mademoiselle Inès ou Mademoiselle Rona, comment vous trouvez? Oui, à Jabal, il y a un seul hôpital, s'appelle Al-Aouda, mais encore, il y a d'autres centres médicaux, comme Al-Asriya, comme Al-Hadidan al-Tabbi. Mais est-ce que ces infrastructures médicales, les hôpitaux, les centres, est-ce que c'est suffisant pour le nombre considérable d'habitants? Par exemple, à Beth Hanoun, il n'y a pas un hôpital. Non, toujours des centres médicaux. Oui. Mais il n'y a pas Encore si il y a des hôpitaux, on trouve qu'il y a un grand manque de médicaments, de matériel médical, oui. de médecins. Il y en a un nouvel hôpital, il s'appelle l'Indonésie.
Oui. Et Les situés à Jabalia ou à Beth Lahia. à Beth Lahia, Oui. Et il y avait aussi Kamal Oudouane. Oui. C'est Al-Aouda aussi, c'est tout. Encore, il y a un autre hôpital qui est en train de construire, oui, ça s'appelle Al Yaman. Au Yémen? Oui, Yaman al-Saïd, oui. oui, existe à Tel Azar, presque. À Jabalia, oui. Oui, à Jabalia. Et encore, il y a une clinique qui s'appelle des Martyrs de Jabalia. Oui. Mais encore, si il y a des hôpitaux, on trouve qu'il y a un manque au niveau de médicaments, au niveau de médecins, au niveau de tout. Donc, au cas des bombardements, des blessés, donc c'est directement transformé à l'hôpital Shifa à Gaza. Donc, ils n'ont pas les moyens des hôpitaux locaux dans le nord de la bande de Gaza, c'est ça? Oui, même l'hôpital Al-Shifa a affronté beaucoup de difficultés pendant la dernière agression. On a un appel, allô? Bonjour, monsieur Ziad. Bonjour. C'est Ahmed El-Masri. Ahmed El-Masri. Bonjour. Tu habites où, Ahmed? Je suis originaire de Beth Hanoun. Beth Hanoun, voilà, c'est Gaza, une région donc au nord de la bande de Gaza. Oui. Mais est-ce que tu peux nous parler de... Tu suis l'émission, Ahmed? Bien sûr. Comment tu trouves l'émission Bonjour de Gaza la vie? Je le trouve que c'est une réflexion de l'actualité. Ça montre aux gens francophones qu'est-ce qui se passe à Gaza actuellement. Très bien. Toi, tu as déjà participé en 2012-13 à nos émissions. Tu as beaucoup traduit pour les arabophones, les personnalités arabophones. Bien sûr, on va t'inviter dans les prochaines émissions avec plaisir. Aujourd'hui, tu appelles pour parler de Beth Hanoun, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce que Inès et Ola, ils ont bien présenté leur ville. Est-ce que tu peux nous parler, puisque tu es originaire de Beth Hanoun, quelle est la particularité de Beth Hanoun, les infrastructures, la vie économique, culturelle, la zone frontalière avec Israël de cette région au nord de Gaza? Tout d'abord, je vous salue, vous, monsieur Ziad, je salue Ola et Inès pour leur participation aujourd'hui. Et ça fait plaisir d'avoir une émission qui parle de nord de la bande de Gaza, parce que c'est une région qui a souffert beaucoup, surtout de la dernière guerre. Moi, pendant la guerre, j'étais encore à Beth Hanoun et on a vécu une guerre très terrible à Beth Hanoun et on était obligé de quitter. Et après la guerre, j'étais obligé de trouver une autre solution parce que l'infrastructure était détruite à Beth Hanoun et j'étais obligé de trouver une autre solution. Donc Beth Hanoun était très touché par les bombardements. Tu as une idée sur le nombre de maisons, habitations détruites lors de ces bombardements? J'ai pas un nombre précis, mais il y a combien d'habitants à Beth Hanoun? Pardon? Combien d'habitants il y a à Beth Hanoun? Il y a autour de 40 000. 40 000. Il est connu par quoi Beth Hanoun au niveau économique, agriculture? Tomates, pommes de terre, comme l'a dit Roland? Oui, à l'époque c'était les orangiers, les citronniers, etc. Mais actuellement, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de production. Et les habitants, qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils ont des stades, ils ont des cafés, ils ont des salles de cinéma? Non, malheureusement, il n'y a pas assez d'infrastructures à Beth Hanoun, surtout après la guerre. Et jusqu'à maintenant, il y a seulement à peine 20% des maisons qui étaient reconstruites après la guerre. Et il y a toujours des gens qui habitent dans le caravane, c'est ça? Oui, il y a des milliers de gens qui habitent encore au caravane, y compris des gens, des proches de moi. D'accord. Qui voilà, en tout cas, voilà. Merci beaucoup Ahmed pour ton appel et pour ces précisions, ce détail sur la ville de Beth Hanoun, une région à la frontière. Merci à vous, merci à Ola, merci à Inès. Voilà, merci beaucoup pour ton appel et pour ta participation. Tu as bien parlé de Beth Hanoun, une région qui était touchée, la plus touchée dans la bande de Gaza, comme tout le nord de la bande de Gaza, par les
bombardement israélien. Voilà, je vais revenir à vous maintenant pour les lieux de loisirs. À part le sport, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Donc, à part les cafés, Non. Non, il n'y a pas grand-chose pour les... Il n'y a pas une chose pour la famille. Voilà. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de café, il n'y a pas de lieu pour les familles. Dans le soir, ils sont obligés de rester dans la maison, c'est ça? Et avec les maisons détruites, donc soit ils habitent dans les caravanes, soit dans les tentes, soit dans les ruines de leur maison, c'est ça? Voilà la vie difficile pour les habitants. Voilà. Et qu'est-ce qu'il manque, à part, vous avez parlé de manque de matériel médicaux, vous parlez d'hôpitaux, qu'est-ce qu'il manque, à votre avis, vous les habitants? Vous venez à Gaza, je pense, pour suivre vos études, vos études à Gaza. On ne peut pas faire une comparaison parce que Gaza, c'est une grande ville et n'a pas été touchée comme grande ville par rapport. Toutes les zones étaient touchées, mais c'est pas comme les zones frontalières. Mais qu'est-ce qu'il manque, à votre avis, dans vos régions, dans les 3 villes, dans cette région? Qu'est-ce qu'il manque pour les habitants? Au niveau de l'éducation, il y a un grand manque concernant les associations éducationnelles. Donc il n'y a pas d'association qui spécialise dans l'éducation, c'est ça? Oui, les centres de formation, c'est ça? Les universités, par exemple. Il n'y a pas d'université, c'est ça? Il n'y a que deux universités seulement. Des branches d'université, c'est oui. Ça? Des antennes, oui. Il n'y a pas beaucoup d'écoles. On trouve qu'il y a certaines écoles qui enseignent dans les deux périodes. Oui, le matin, parce qu'il y a beaucoup de nombre, parce qu'il y a beaucoup d'élèves. Combien d'élèves dans la classe, par exemple? 50, 60? 50, oui. 50. Jusqu'à 50 élèves, oui. Oui. Alors, le nord de Gaza a besoin de beaucoup d'associations ou beaucoup de centres concernant l'éducation. Et concernant le sport aussi, on trouve qu'il n'y a que de 2 clubs. Par exemple, le Shabab Jabalia Thaqafi des gens de Jabalia culturel et Jabalia Littahil seulement. Et encore, les soldats israéliens dans chaque guerre, ils bombardent ces associations ou ces clubs. Mais ils recommencent à notre fois dans chaque. Donc il y a une volonté de reconstruire ces clubs, ces lieux de loisirs pour permettre aux jeunes de adhérer et de pratiquer leurs loisirs, leur sport dans des conditions difficiles. Et tu as dit même pour les familles, c'est difficile, il n'y a pas de... Des petits parcs et travail de 8 heures du matin à 5 heures. C'est tout. Donc voilà, il y a un manque de beaucoup de choses dans cette région au nord de la bande de Gaza. Si vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé sur le nord de la bande de Gaza, la particularité, la vie économique, culturelle, donc voilà vous... Seulement, il y a un seul lieu pour les familles, existe à Jabalia, mais encore dans la dernière agression, elle a été totalement bombardée. Les familles ne viennent plus. Même le lieu de loisirs, le parc d'attractions a été bombardé et maintenant il est fermé devant les familles qui fréquentaient ce lieu. Ça montre un peu qu'en dehors des objectifs israéliens de bombarder les lieux, c'est essayer de écraser les familles palestiniennes et d'éloigner les familles palestiniennes de leur culture et de leur terre. Et vous, comme jeunes palestiniens, est-ce que je suppose que vous avez beaucoup d'amis sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, et notamment les amis francophones, parce que vous étudiez le français, est-ce que vous essayez de transmettre donc cette réalité à vos amis? Quelle est la réaction de vos amis, souvent solidaires, français, francophones? Est-ce que vous essayez, quand il y a des bombardements, de prendre des photos, de montrer la réalité? Est-ce que vous, comme habitantes, vous jouez ça? Oui, bien sûr, surtout sur les réseaux sociaux. On publie des photos pour déplacer des martyrs. Encore,
On montre la réalité de ce qui se passe en Cisjordanie pendant cette intifada par des vidéos encore qui montrent la réalité et expliquent la vérité à tout le monde, surtout aux solidaires avec notre cause. Oui, on fait comme témoignage par des photos ou des posts comme les nouvelles réactions de soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Maintenant, pour vous comme jeune, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste pour l'avenir comme jeune habitant de Gaza? Pour moi, je suis pessimiste parce que il y a 1 an et demi, la guerre est terminée, finie, mais rien n'a changé. C'est vrai? Oui, et les maisons détruites comme elles-mêmes. Mais quand même, tu continues à venir à l'école, à l'université, donc oui. Ça va. Donc, j'ai la volonté de continuer mes études. Et toi, Inès? En général, tous les gens palestiniens cherchent le voyage pour trouver une chance de montrer leur talent. Et personnellement, moi, j'essaie de voyager, mais la condition familiale refuse. Pour cela, je suis obligée de supporter ou de vivre ici, malgré les conditions difficiles. Donc, conditions difficiles pour la jeunesse palestinienne dans la bande de Gaza, avec le blocus, la fermeture de frontières, la souffrance des paysans au nord de la bande de Gaza, partout en Palestine. Vous avez parlé de ce mouvement, justement, comme jeune. Comment vous voyez ce soulèvement populaire en Cisjordanie, là, que ça fait presque entre demain sa 5e mois, depuis octobre 2014 jusqu'à février 2015. Comment vous voyez ce soulèvement populaire des jeunes comme vous, de 18, voire on a des enfants de 12-13 ans qui participent à ce soulèvement? Comment vous voyez-vous comme jeunes habitants de Gaza, comment vous voyez ce soulèvement populaire et notamment l'implication de la jeunesse palestinienne dans ce soulèvement populaire contre les soldats israéliens et contre les colons agresseurs? Au début de ce soulèvement, je l'ai vu comme une réaction naturelle de la jeunesse palestinienne, mais après ça, j'ai trouvé que ce soulèvement a réussi d'appuyer les soldats israéliens. Et on a vu beaucoup de vidéos qui montrent l'inquiétude des soldats qui l'habitent toujours. Et alors, on peut dire que ce soulèvement est une révolution du coton qui a imposé une nouvelle réalité que personne ne connaît ses résultats. Et encore, j'ai lu une nouvelle que les soldats, les Israéliens ou les habitants dans les colonisations revendiquent qu'arrêter cette intifada ou ce soulèvement. Et sinon, on va quitter les régions, on va quitter les lieux qui sont proches des Palestiniens. Et pour toi, Rona? Donc, dans le silence de la communauté internationale, les gens essayent d'exprimer leur colère contre l'occupation israélienne avec des simples armes, par exemple les couteaux, des choses simples. Mais elles n'ont pas arrivé à atteindre leur but, d'avoir la liberté et la victoire. Mais le combat se poursuit avec la mobilisation et la lutte continue jusqu'à la libération de la Palestine. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de terminer? On est arrivé à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Je souhaite de revenir une autre fois à cette émission et dans des bonnes conditions et je présente la Beth Hanoun avec ses maisons et
nouvelles et sont des bons états. Reconstruites. Oui. Oui. On souhaite le meilleur des habitants qui habitent en Palestine et surtout à Gaza. Et encore, je souhaite que la prochaine émission, on va présenter notre ville en liberté. Voilà, c'est le souhait et c'est l'espoir de tous les jeunes Palestiniens, tous les Palestiniens, d'avoir une reconstruction, de mener une vie normale. Mais c'est difficile avec le blocus, avec l'occupation, avec la colonisation, avec le silence complice de cette communauté internationale officielle. Mais heureusement, il y a des gens de bonne volonté, il y a les solidaires qui soutiennent la cause palestinienne, qu'on aimerait bien saluer leur courage, leur détermination pour leur soutien à cette cause de justice, la cause palestinienne. Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Merci beaucoup, Rola. Merci beaucoup, Inès, pour votre présence. Vous avez bien présenté le nord de la bande de Gaza, une région en souffrance permanente, mais une région qui continue à envoyer ses enfants à l'école et continue à envoyer ses paysans à la terre, malgré les menaces israéliennes, pour cultiver la terre. La terre, c'est la Palestine. Et la Palestine, c'est la terre et l'attachement à la terre. Voilà. À la fin de cette émission, on se trouve le dimanche prochain, 7 février 2016. Justement, on va inviter des habitants qui habitent les caravanes au nord de la bande de Gaza. Et on va essayer d'avoir la situation dramatique des sans-abri, c'est-à-dire les Palestiniens de Gaza qui ont perdu leur maison, qui habitent soit dans des caravanes, dans des conditions très difficiles, soit à côté des ruines de leur maison. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour de Gaza la vie. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.